Et donc, autour de la table, nos administratrices de choc. Françoise Gris, salut Françoise. Bonjour. Meka Brunel, bonjour Meka. Et puis Jérôme Mathis, salut Jérôme. Salut Stéphane. Grâce à toi que je vais réussir à parler de la santé. Et grâce à toi, on va parler de la santé. J'ai toujours considéré, mais on en avait parlé ensemble, puisque je reparlerai de ton bouquin. Ouais. J'ai toujours considéré, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mesdames, que on était vraiment en marge de l'économie, parce que tarification sous contrôle, parce que... voilà, et donc que c'est presque une économie à part, l'économie de la santé. Tu es d'accord avec ça? Oui, et puis la manière qu'on a de financer notre politique de soins a un impact direct sur la manière dont le patient est traité à l'hôpital. Et on va changer de modèle bientôt, on en rediscutera tout à l'heure. Voilà, on va changer et de modèle. Ça va influer sur la manière dont... Double changement de modèle d'ailleurs, et que ce soit, on va en parler sur la fameuse tarification à l'acte, mais il y a aussi toutes les réflexions sur la politique industrielle du médicament, qui j'ai l'impression, là, des choses aussi sont en train de bouger avec les pénuries qu'on a en ce moment. On parle des retraites, donc je vous le disais, on va rester très flou, j'ai mis 64 ans, j'ai peut-être même eu tort, mais enfin quand même, là, globalement, il y a un consensus de presse, c'est un métier que je fais quand même depuis un bon moment. Quand vous avez une unanimité comme ça, je pense que c'est bon, 64 ans. Après, il y a moins d'unanimité, et donc je vais rester très flou sur l'accélération de la réforme Touraine, donc le rythme du cotisation. C'est visiblement une discussion, d'ailleurs, à l'intérieur même de l'exécutif, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Et puis surtout, il y avait beaucoup d'éléments très intéressants là-dessus, dans les Échos ce matin d'ailleurs, ce qui va se passer pour les carrières longues. J'ai appris, alors ça c'est un fait, parce qu'on en apprend tous les jours sur les retraites, qu'un tiers des récents retraités ont liquidé, mais dans de bonnes conditions, quoi. C'est pas, ils ne sont pas obligés, non, ils ont liquidé leur retraite avant l'âge légal. Donc en fait, cet âge légal n'est qu'une borne, mais n'est qu'une borne à laquelle échappe aujourd'hui à peu près un tiers de ceux qui prennent leur retraite pour de bonnes ou de mauvaises raisons, services actifs, régimes spéciaux, etc., etc. Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier, Françoise? Je commence avec vous, sur les retraites. Alors, puisqu'on est obligé de sortir en fait de la mécanique pour prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de ce sujet et peut-être la façon dont tout ça s'est passé. Oui, alors je ne sais pas si je vais prendre suffisamment de hauteur, mais en tous les cas, moi ce qui me frappe, c'est la difficulté d'établir le dialogue. Au point que ce matin, justement dans les Échos, il y avait quelqu'un qui éprouvait le besoin de dire il y a quand même 3 raisons fondamentales et on est dans des niveaux macro, total, donc la dette, enfin des choses très macro. Donc on a un vrai sujet de pédagogie autour de cette problématique des retraites, et Dieu sait si pourtant on en parle depuis longtemps et de façon constante, etc. Peut-être trop d'ailleurs. La deuxième chose qui me frappe, c'est la difficulté à sortir d'un discours très sectoriel. C'est-à-dire que chacun y va de la défense. Alors, bien sûr, chacun en tant qu'individu, mais même ce qu'on appelle les corps intermédiaires et les syndicats en particulier, qui devraient avoir la capacité de surplombrer un peu le discours, d'aller au-delà des intérêts individuels. On a un mal fou à poser le problème autrement que la défense des prochains retraités. Et le discours de quelles sont les conséquences de laisser partir à la dérive, enfin le système actuel sur les générations futures, sur l'économie, sur la dette de la France, tout ça, visiblement personne ne porte ce discours, pas même le gouvernement d'ailleurs, et avec difficulté, on s'écharpe sur des sujets de pure technicité, avec quelques remarques faites par les uns et les autres qui quand même sont stupéfiantes. Alors je suis pas... Vas-y, on a le temps, vas-y. Citation d'un syndicaliste, je suis plus très sûr de qui, disant le gouvernement est quand même déterminé à faire travailler plus les Français. Oui. Oui. Oui, mais François, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus sur le diagnostic. Oui, mais celui-là... Et le corps ne nous aide pas beaucoup d'ailleurs à avoir un consensus sur le diagnostic. Il faut bien dire ce qui est. Bien sûr, mais parce qu'on a du mal à le poser, parce qu'on le pose de façon très spécifique sur le départ des gens qui ont fait des retraites longues, sur l'antinomie entre les retraités du jour et ceux qui vont prendre leur retraite. Enfin, tout ça, sans parler de tous ceux des régimes spéciaux, etc., sur lesquels, évidemment, tout le sujet est passé en dessous du tapis, alors qu'il est quand même assez déterminant. Donc moi, ce qui me frappe, c'est cette difficulté à poser proprement le problème, avec des experts qui parlent dans tous les sens et avec finalement des gens dont ce serait la responsabilité que d'élever le débat et qui n'y arrivent pas et qui ne le font pas. Et ce sujet est vrai pour les retraites, mais c'est vrai pour... Mais t'aurais voulu, j'ai du mal... T'aurais voulu qu'on dise quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, tout a été mis sur la table. Après, je te dis... En désordre.
Oui, mais tu as l'ensemble des syndicats de salariés et visiblement une bonne majorité de Français qui considèrent, à raison d'ailleurs, sur le régime de retraite, qu'il n'y a pas une dérive à ce point problématique qu'on doive prendre des mesures à ce point difficiles. Ça dépend. C'est difficile, là, d'aller contre. Ça dépend du terme. Et ben voilà. Et ça dépend du niveau que l'on veut faire porter au budget de l'État. Exactement. Enfin, au budget de l'État. Donc, nos salaires, oui. Nos salaires, c'est nos salaires et aussi nos impôts. Puisqu'il y a une partie tout à fait. largement compensée par l'État. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a des sujets d'intérêt collectif multiples. Et si on n'arrive pas à poser des intérêts collectifs, je ne sais pas très bien comment on va pouvoir sortir de cette période éminemment compliquée. Sur les retraites, mais sur des tas d'autres choses. Mais moi, j'ai je vous la soumettrai après. Vas-y, Meka, comment est-ce que tu vois les choses? Je vois les choses de la même manière. En fait, c'est posé de façon très technocratique et entre sachants qui savent de quoi ils parlent. Je ne suis pas sûre que la personne de la rue, qu'il ait 25 ans, 50 ans ou 65 ans, comprend de quoi on parle. Non. Dans les faits, dans les termes, on ne le comprend pas. D'autant plus qu'on parle de l'âge légal de départ à la retraite. Ce n'est pas l'âge pour, par exemple, tout ce qui est régime complémentaire. Je ne parle pas de régimes spéciaux, mais je parle d'Agir Carco, etc. Aujourd'hui, sur Agir Carco, dans le privé, on part à 63 ans. Donc on est déjà arrivé à ça, et la réforme Touraine, avec l'instauration, parce que c'est la réforme Touraine quand même qu'on est en train de généraliser, avec l'instauration des bonus-malus, aggrave aussi ce cas, d'où les liquidations anticipées qui permettent de profiter au moment où c'est possible. Juste un point, parce que en fait, moi je l'ai appris très récemment, ce 63 ans, et c'est même 63 ans et quelques mois, est une moyenne. Attention. Oui, c'est une moyenne. Et donc, face à ça, parce que tu en as qui liquident à 67 et qui vont très bien. Et face à ça, en fait, c'est ça le vrai truc. Un tiers liquide avant l'âge légal. C'est tout à fait exact, mais tout est une moyenne. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire une moyenne. La deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Françoise, il y a quand même un point qui m'a frappé en lisant quelques articles, y compris ce matin, c'est le fait que déjà il y avait un décalage entre la retraite des femmes et des hommes, et la réforme Touraine l'a aggravé, et on va vers une aggravation complémentaire. Or, je n'en fais pas une question d'égalitarisme pour l'égalitarisme, mais c'est une question d'équité sociale qui est vraiment pour moi un sujet de fond et dont personne ne s'est réellement saisi. Je n'ai pas entendu tellement de gens commenter ce point-là. Et enfin, les retraites minimum, en revanche, la contrepartie, c'est que ces retraites minimum soient réévaluées. Maintenant, la question qui se pose, pour la retraitée que je suis, c'est évidemment le fait de pérenniser un montant de retraite. Je rappelle que le système, c'est ceux qui travaillent, qui payent pour ceux qui sont partis. Il y a un truc que personne n'a compris, y compris moi, pendant des années. On dit on cotise pour la retraite. Mais en fait, c'est un impôt. Mais bien sûr. On n'est pas cotisant, ce n'est pas une retraite par capitalisation. C'est pas du salaire différé. Ce n'est pas du salaire Tout différé. à fait d'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas compris quand on discute avec les gens, quel que soit d'ailleurs le niveau social. C'est assez frappant. Et on a la chance d'avoir le jeune Erwan Tison, économiste, à peine 30 ans, qui vient nous voir et qui, lui, a tout à fait ça en tête. Et à chaque fois nous reprend en disant « Arrêtez de dire que c'est du salaire différé. Ma génération à moi, celle d'Erwan, aura un taux de remplacement qui sera peut-être divisé par 2 par rapport à celui dont nous allons bénéficier. » Jérôme ? Ouais, tu nous invitais à prendre un peu de recul. Alors moi, j'aimerais souligner un lien qui est occulté, dont personne ne parle. C'est celui entre financement des retraites et chômage. Il faut savoir que notre système de financement des retraites, et c'est ce que tu viens de dire, Meka, nous coûte des points de chômage, et nous coûte beaucoup de points de chômage. Comme tu disais, ce sont les cotisations sociales, donc patronales et salariales, qui financent aux 2 tiers notre système de retraite, ce qui renchérit considérablement le coût du travail. C'est une des raisons pour laquelle nous manquons de bras dans les services hôtellerie-restauration, même du côté des infirmières. Oui, le travail est pénible, mais c'est surtout qu'ils ne payent pas suffisamment au regard du travail effectué. Et donc, il y a un exemple que j'ai déjà donné, c'est mon cas personnel, je suis fonctionnaire, payé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour chaque euro de salaire net que je perçois sur mon compte bancaire, il y a plus d'1 euro qui est versé aux caisses de retraite. Donc si je me laisse aller une formule égocentrique, je dirais que je travaille davantage pour les caisses de retraite que pour moi-même. Bon, c'est pas une formule que j'aime parce qu'elle est égoïste. Mais ça souligne quand même le problème. Et donc, tu parlais de cotisants, peut-être le terme est mal choisi, mais quand on regarde le nombre d'actifs qu'il faut réunir pour financer les retraites,
En 1950, c'était 5 actifs pour financer une retraite. Il y a 20 ans, c'était 2 actifs pour financer une retraite. Aujourd'hui, c'est 1,6 actifs, parce que nous avons quand même un quart de la population française qui est à la retraite. Et en 1950, ce sera 1,2. C'est-à-dire qu'en 1950, nous aurons quasiment, chaque actif aura sur les épaules... En 2050, En 2050, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, tu avais dit 1950, mais oui, on avait en 2050, pardon. Chaque actif aura à lui seul sur les épaules le financement quasiment d'une retraite. Et ça, c'est pas une question d'équilibre macroéconomique. Est-ce que les dépenses, les recettes suffisent à financer ? Est-ce qu'on est en excédent d'une année sur l'autre ou non ? C'est notre système social en entier qu'il faut repenser. Ça, malheureusement, ça a été occulté. Mais c'est très juste ce que tu dis. Ça rend la position des syndicats encore plus incompréhensible. Les syndicats ne défendent pas les chômeurs, tu le sais. Oui. Jamais. Oui, mais c'est aussi, ça pèse aussi, combien 25, 26, 27% sur les salariés, sur ceux qui travaillent. Bien sûr. Donc c'est là où... Alors, une voie qui avait été exploitée, mais abandonnée du fait du mouvement des Gilets jaunes, c'était de gonfler les taux de CSG pour les autres formes de revenus. Ben oui. Notamment pour les retraités. Des retraités. Ah ben oui. Et quand les seniors sont venus gonfler les rangs des Gilets jaunes, le gouvernement, il a eu peur, il s'est arrêté là. C'est dommage parce que le taux de CSG, en plus, le CSG qui s'additionne pour les salariés aux charges salariales et patronales, bien sûr, il est supérieur au taux qui s'applique sur les retraites. Bien sûr. Et on pourrait aussi, alors peut-être... Tiens, j'ai appris encore un truc sur les retraités, alors, parce qu'on en apprend, on apprend tous les jours. Je ne savais pas ça du tout. Quand vous êtes salarié, que vous faites votre déclaration de revenus, vous avez un abattement de 20% automatique. Voilà. Et ben, il existe, pour frais professionnels, il existe toujours quand vous êtes retraité. Vous avez toujours un abattement. Ça, c'est complètement fou. Oui. C'est ahurissant. Bon, mais tu sais pourquoi, enfin, on sait tous pourquoi, c'est ceux qui votent. Bien sûr, la démographie électorale bien fait sûr, que... Voilà. Moi, le sujet, on a déjà un peu parlé hier. Je crois que le président de la République porte une lourde responsabilité quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'il en a fait une espèce de victoire ou défaite personnelle. Enfin, ça aide pas. Tout à coup, c'était plus les retraites, c'était pour ou contre Macron. C'est va-t-il y arriver, va-t-il réussir, etc. Non, bien sûr. Alors, il n'est pas tout seul. Enfin, je pense qu'il a eu un écho considérable de la part de tout le monde, et les médias, les autres politiques qui ont contribué à en faire un sujet politique immédiat autour de Macron et du sujet de Macron, au lieu de poser le problème tel qu'on... Ouais, tu as raison, c'est peut-être plus de notre faute que de la sienne, en fait. Enfin, non, mais c'est pas, tu n'as pas tort, François. Il a pris ça comme une espèce de flambeau, ça me paraît évident. Mais à l'inverse... Journalistiquement, on s'est dit, ouh là là, le sujet est ardu, aride, les trimestres, machin, personne n'y comprend rien, comme dit Meka et tout. Hop, allons raconter une histoire politique pure. Et puis après, il y a eu des prises de position en disant, on n'en a pas besoin, y compris le MEDEF. Bon, donc, il y a plein de gens qui ont eu la trouille. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que Geoffroy Roux de Bézieux avait dit, on n'en a pas besoin. Je peux changer, là. Mais enfin, bon, à un moment donné, tout le monde avait un peu la trouille de poser le sujet. Mais c'était au printemps. C'était pas il y a très longtemps, non? Comme le temps passe. C'était normal aussi parce que les entreprises, depuis des années, sont finalement plébiscitées par l'ensemble de la population et notamment les salariés. Ça s'est très bien passé pendant le Covid. Un truc qui allait être explosif, je comprends que le MEDEF n'ait pas eu envie. Je pense que c'est comme ça, en tout cas, moi, que j'explique, qu'il n'ait pas eu envie de rajouter une couche là-dessus. Mais quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas bien expliqué, ce n'est pas une pédagogie compréhensible pour que tout le monde comprenne. C'est pas une question de dette, de machin, de macroéconomie, de où va la France, etc. C'est une question de système de solidarité sociale, parce que le système français est un système de solidarité sociale, et il faudra qu'on puisse le comprendre. Maintenant, moi je suis d'accord avec François, je ne pense pas que c'est Macron qui en ait fait une question de fixette. Oui, non mais vous avez raison. Je pense que tout le monde est remonté en disant oui, c'est pour ou contre. Finalement, c'est la bonne histoire à raconter. T'as raison, il y avait le truc avec Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe en faisait aussi. Oui. Donc voilà, donc c'est une question qui est devenue, et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une question très sérieuse et qui nous concerne tous d'ailleurs en l'occurrence. C'est aussi aux citoyens de s'éduquer un minimum sur la question. On ne peut pas toujours dire pas assez de pédagogie. C'est un sujet qui est complexe. Ne serait-ce que ce que tu disais en préambule, l'âge de départ légal à la retraite, qui est très symbolique, parce que tout est lisse finalement. On peut partir avant, avec une petite décote. Après, les questions, c'est si je pars avant, combien de décotes? C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est pas simplement un âge symbolique de départ, qui est légal et qui en plus n'est quasiment, enfin, qui est pratique. Et tu parlais de moyenne, des agents de la RATP qui partent à 55 ans à la retraite encore. Oui, mais alors ça... Non, mais c'est pour dire que c'est une moyenne. Je l'ai dit 2-3 fois.
Les régimes spéciaux, c'est 1%. À la fin, là, voilà, c'est 1% des dépenses de retraite, c'est 3 milliards sur 300 milliards. Voilà. Bon. C'est un pacte social dans une entreprise. C'est-à-dire que les gars qui sont rentrés savaient qu'ils rentraient à ces conditions-là. Donc, tu as des conditions de salaire aussi qui s'alignent. Et ça pourra peut-être te surprendre, mais moi, je ne suis pas pour tirer sur les régimes spéciaux. C'est un pacte social dans une entreprise, voilà. De la même manière que ce qui s'appelle les services actifs, c'est ça. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont dans la rue, etc. Et tout. Tu te dis, ils ne font pas un boulot finalement beaucoup plus compliqué que ceux qui construisaient les immeubles de Gecina à une époque, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un pacte social dans une entreprise. Je comprends que ce soit compliqué de le réformer, je suis désolé. Mais il est déficitaire. La RATP a besoin... Non mais attendez, l'impôt des Français finance ce système des retraites accordé aux agents de la RATP. Bien sûr. Donc à ce moment-là, l'électeur a son mot à dire. 1%. 3 milliards. Mais alors, attendez, c'est 3 milliards par-ci, 3 milliards par-là. Oui, d'accord, tu as raison. L'autre sujet, c'est aussi, on parlait de l'âge symbolique, je rappelle que les salariés en France peuvent rester travailler jusqu'à 70 ans. Et de plus en plus, oui, c'est là, on ne peut pas les virer de force, ni les mettre à la retraite de force. Ils peuvent rester travailler jusqu'à 60 ans. On peut alors, pas les fonctionnaires, hein. Non, je parle des entreprises privées. Okay. Dans le privé, c'est 70 ans, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Donc c'est un... Et ça pose le problème des emplois des seniors, d'ailleurs, qui est un vrai sujet. En fait, on a l'impression que c'est tout ça qui est le sujet. Tout ça, c'est relié et doit dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Mais, il y avait des chiffres, moi d'ailleurs, qui m'étonnaient. C'est le doublement. Ce matin, il y avait un chiffre sur le doublement du taux d'emploi en Allemagne des seniors. Mais bien sûr. Donc, et on en est à différence. Mais bien sûr. Enfin, eux, ils ont doublé. Ils ont 2 fois plus de taux d'emploi. Depuis, en fait, là encore, la statistique qu'on voit partout, c'est 55-65 ans. Non, il faut. Depuis la réforme Woerth et donc depuis les 62 ans, en fait, tu n'as plus de problème. Tu es revenu dans la moyenne sur 55-60 et tu as maintenant effectivement un sujet sur 60-65. Mais enfin, là, c'est une question que je voulais vous poser. Les entreprises vont s'aligner obligatoirement, forcément. Alors c'est vrai que dans la jointure, c'est compliqué, mais les entreprises vont aligner la façon dont elles regardent leurs seniors avec l'âge légal. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, on commence à se dire qu'il faut le former s'il faut le former. Il y a une dizaine d'années, c'était peut-être pas le cas. Voilà. Non, mais le bridge faire le pont entre la date, le temps qui permet de faire une espèce de pré-retraite portée plus ou moins, etc., il décale au fur et à mesure du sujet. Oui. Donc oui, tout le monde va s'adapter. Oui, puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas envoyer les gens en pré-retraite massivement, ne pas recruter de l'autre côté et puis se retrouver à avoir des tas de choses à faire, surtout si on veut relocaliser. Il y a quand même des mécaniques que tout le monde peut comprendre. De plus en plus de retraités. Une retraite de plus en plus longue, c'est fort heureux du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite à 60, dans la moyenne... On a 25 ans à peu près. 25 ans pour une femme, 20 ans pour un homme. C'est ça. Les retraites de plus en plus longues et les pensions de retraite aussi qui augmentent parce que les cotisants avaient eux-mêmes des salaires plus élevés qu'autrefois. Donc, plus de retraités, des retraites plus longues et chaque pension individuelle plus élevée en moyenne. Donc, on voit bien les forces en jeu, la mécanique. Mais on va te répondre, taxer les riches. Non, pas forcément. On va te répondre, le gouvernement répond, travailler plus longtemps. Mais là où je dis il n'y a pas de consensus, c'est que tu as... peut-être pas la moitié du pays, mais la moitié des forces politiques représentées, qui vont te dire taxer les riches. C'est bien dit. Ah bah oui, qui vont te dire taxer les riches. Non, j'avais un petit mot sur ce, parce qu'on verra ce que peut-être qu'elle ne le dira pas là maintenant. Justement, l'idée d'un index senior, mesdames, comme il y a un index égalité homme-femme, et qui est maintenant d'ailleurs rendu public. On a franchi un palier. Ça me paraît pas très opérationnel pour être honnête. Traduire dans un seul index la problématique d'évolution des compétences au sein d'une entreprise, moi, ça me paraît beaucoup plus compliqué que la partie, que simplement la diversité, qui par ailleurs est intéressante, mais c'est qu'un indicateur. Ça ne traduit pas uniquement la politique de diversité d'une entreprise. Donc moi, ça me paraît pas être très utile. D'accord, Meka. Je pensais la même chose de l'index de l'égalité, pour avoir fait énormément de choses pour l'égalité homme-femme dans ma vie antérieure. Puis tu étais dans le bâtiment quand même, là où, secteur où la question se pose. Et finalement, on a été numéro 1 de la féminisation des sociétés cotées du SBF 120 pendant 5 ans. Mais finalement, je trouve que ça permet de mesurer. En fait, l'intérêt, c'est de commencer à mesurer quelque chose et apprendre en marchant de quelle manière on va le faire.
je suis d'accord, ça ne va pas régler le problème, mais au minimum, ça donnera une idée de quoi on parle, parce que sinon, ça restera toujours théorique. Les jeunes, les vieux, tout ça, ça reste théorique, et tout ça, c'est relatif, finalement. Et les critères de pénibilité, Meka, puisque tu étais complètement dedans. Donc, on rappelle, c'est les 3 critères de posture qui ont été retirés, finalement, de la loi pénibilité, mais qui pourraient revenir. Et évidemment, le bâtiment est en première ligne là-dessus. Moi, je pense que les pénibilités physiques, c'est très important. Maintenant, compliqué à mesurer, visiblement. Hein. J'entendais à la radio quelques interviews qui étaient faites de passants qui passent, genre « Ah oui, mais vous savez pas, moi je suis comptable et c'est vraiment très pénible ce que je fais. » Je veux dire, il faut... Ça, c'est sûr que la vie est pénible et que le travail est pénible. Mais bon. Non, mais là, il y avait 3 critères précis, transport de charges lourdes, penché en avant, et puis les taux de vibration, qui sont visiblement très compliqués à mesurer pour les entreprises. C'est très compliqué à mesurer. Et en même temps, quand on entendait tout à l'heure le marteau-piqueur à côté... Tu vas peut-être revenir d'ailleurs après. oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose qui est très physique. Tout à fait. Donc, tu penses que... Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une partie de mesure de pénibilité physique, parce que ça impacte, alors là, la santé, y compris la sécurité sociale derrière. Puisqu'on est dans les histoires d'égalité homme-femme, puis comme ça, je serais sûr de ne pas le rater cette fois-ci, parce que je l'avais raté la dernière fois. Les filles et l'industrie, là, donc c'est intéressant. Hein. Bercy se mobilise, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est comme ça que les choses étaient présentées. Bercy se mobilise pour qu'il y ait davantage de filles dans l'industrie. Donc, il y avait une réunion entre le ministère de l'économie et des finances et Pap Ndiaye et le ministère de l'Éducation nationale, qui dit en fin de 3e, les collégiens ne sont capables de nommer que 10 à 20 métiers au mieux. Bon, je n'ai pas trouvé ça... Des métiers de l'industrie ? Des métiers en tout. Bon. C'est pas possible, ça. Ah ouais, c'est vrai, tu peux nommer plus de 20... On va pas faire l'exercice, hein, mais nomme plus de 20 métiers comme ça, spontanément. Tu parles de l'industrie, là. Non. Tu ne me parles pas du boulanger, du médecin, de l'instituteur, quand même. Ouais, bah vas-y. Ah ouais, c'est facile. Bon, enfin, bien sûr, c'est facile. À qui la faute ? Responsabilité des enseignants qui ne mobilisent pas assez les jeunes filles en disant si, c'est pour vous. Responsabilité des entreprises. Dans cet article que je vous avais envoyé, il y a le témoignage d'une apprentie qui dit ils sont bien gentils, mais moi j'ai pas de vestiaire. Voilà, c'est aussi bête que ça. À qui la faute ? Et où est-ce qu'il faudrait appuyer pour agir ? J'aime pas tellement parler de faute parce qu'on n'est pas Dieu pour distribuer des... Mais la réalité, c'est que les filles sont les meilleures élèves à l'école. Donc, il suffit juste de leur donner la chance de faire des rires. Moi, ça ne m'étonne pas que les enfants en fin de 3e ne puissent citer qu'une vingtaine de métiers, parce que dans cet article, un enseignant dit, c'est vrai qu'on ne les connaît pas finalement, les métiers de l'industrie. Non. Donc ce sont les métiers de l'industrie, c'est 20 métiers de l'industrie. Non, c'est trop gros, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne le savent pas, et pour avoir fait des réunions... Je crois qu'il faut que tu retournes en collège, Jérôme, pour avoir une idée de l'effondrement que ça représente, malheureusement. C'est très difficile pour des enfants en fin de 3e, y compris mon petit-fils, de dire ce qu'il a réellement envie de faire, qu'est-ce que c'est qu'un stage de fin de 3e, etc., quel âge, etc. Alors, je pense que je ne sais pas si on peut dire que c'est la faute des entreprises, parce que les entreprises sont un peu dépassées aussi dans ces trucs-là, ils font de mieux qu'ils peuvent, mais je pense que c'est quand même une bonne chose de considérer que c'est important, qu'il faut orienter les filles vers l'industrie. L'industrie qui est de plus en plus technologiquement avancée, donc nécessite pas tout le temps à porter des charges lourdes, des choses comme ça, encore qu'une femme porte énormément de charges lourdes avec des enfants, des machins, le porte-bébé, enfin tout un tas de trucs, donc il ne faut pas non plus penser que les femmes ne portent rien. Et commencer à s'intéresser à ça parce qu'elles peuvent y aller. Et franchement, sur les chantiers, on voit de plus en plus de femmes et les grandes entreprises mettent en place ce qu'il faut comme vestiaire, comme machin, comme truc. C'est une question d'état d'esprit. Maintenant, pour avoir fait du chantier moi-même quand j'étais jeune, sur le terrain, dans l'industrie, dans les métiers compliqués, quand une fille sait être acceptée, se faire accepter et faire partie du lot, il n'y a aucun problème. C'est plus difficile dans les bureaux parfois. Ah, dis donc. Oui. T'as moins de MeToo sur les chantiers que dans les bureaux, c'est ça que tu es en train de nous dire, Meka. Voilà, pour le dire. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu droit à mon bisutage. C'est tout à fait possible. Ouais, t'as droit à ton bisutage, mais c'est tout à fait possible. Plus grossier, peut-être. Alors moi, je pense qu'il y a vraiment un rôle commun des entreprises et de l'enseignement. Je pense on n'enseigne pas les matières scientifiques de façon à les rendre attractives pour les filles. Et finalement, les filles qui font des maths et des sciences, elles n'ont pas envie
d'aller dans un univers industriel, et pas parce que les métiers ne les intéressent pas, mais parce que l'environnement de ces métiers n'est pas attractif. Moi, j'ai des filles qui ont fait des bacs S, et quand on parle, et je parle, par exemple, la techno, il n'y a pas de pénibilité. Enfin, je trouve que le discours, par ailleurs, autour du sujet est quand même terriblement ringard et pas patronisant. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Dans la techno, il n'y a pas de sujet de pénibilité, et pourtant, les filles n'ont pas envie d'aller rejoindre des équipes de geeks dont elles se disent ça va pas être sympa, c'est pas mon univers, c'est pas attractif, c'est pas fun, machin, etc. Donc il y a un vrai sujet, c'est pas un lourd problème à changer, ça, de connaissance des métiers, c'est un problème d'attractivité des équipes, de l'environnement de ces sociétés. Et finalement, peut-être qu'un chantier sur le terrain, c'est beaucoup plus attractif qu'une équipe de geeks poilus et mal rasés et qui puent pour les filles. C'est marrant, j'y pensais au moment où tu le disais, dis donc. Les filles, je voyais les mecs en chaussettes, là, on voit les développeurs, là, les devs et tout. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup... Et d'ailleurs, pourquoi ils sont comme ça? Ah, mais c'est vrai. Et c'est ça. Et du coup, il y a vraiment un travail vraiment à faire, à la fois pour que l'enseignement des matières scientifiques soit réellement plus attractif pour les filles. L'enseignement de la physique et de la chimie n'est pas... Il y a une attitude des profs sur ces sujets-là qui est la tradition, de la tradition. Ils parlent à des garçons. Et la physique. Et puis, rendre l'univers de ces emplois plus attractif. Et il nous faut des filles, non seulement dans l'industrie, mais dans la techno. Il nous faut des filles parce que sinon, elles seront nulle part. Quoi. Il y a un aspect culturel aussi indéniable. Quasiment 3/4 des effectifs de nos écoles d'ingénieurs sont des garçons. C'est terrible. Des garçons. Donc, alors peut-être un peu... Et ça ne progresse pas. Ça recule même un tout petit peu. On en parlait avec François avec les chiffres qu'on avait. Ça recule même un tout petit peu, en fait, récemment. Là. Ça recule dans le sens la proportion, il y a de moins en moins de filles. Ah oui. Et voilà, il y a eu Actuellement, on est à 28%. C'est ça, il y a eu un petit effet à un moment, un petit rebond, et puis là, à nouveau, c'est en train de reculer. Mais peut-être qu'il nous faudrait culturellement souligner certains parcours. On a quand même une première ministre qui est polytechnicienne. C'est ça. Nous avons une astronaute française qui a fait super-héros. Et elle raconte elle-même qu'elle a été influencée dans sa jeunesse par la lecture de la biographie de Marie Curie. Une époque, elle ne le souligne pas, mais je le fais pour elle. Quand elle était enfant, Marie Curie était en effigie sur nos billets de 500 francs. Voilà. Mais c'est des petits détails, mais qui permettent de façonner une représentation culturelle dans laquelle les filles peuvent se projeter. Mais si je veux rebondir là-dessus, alors moi qui suis ingénieur de formation, de mon temps, il y avait 5% de filles dans les écoles d'ingénieurs et dans les prépas. Et quand on avait 5%, c'était un gros pourcentage. C'est vrai que le pourcentage a augmenté, mais c'est vrai que l'enseignement n'est pas fait de façon suffisamment attractive. Et puis, à la française, l'enseignement est fait pour les gars entre eux. On ne travaille pas en équipe, on ne fait pas de la transversalité. Donc les filles qui y arrivent, nous étions 5% de filles, je suis la seule à avoir fait un parcours professionnel. Les autres sont allés vers l'enseignement. Une fois la prépa passée, on va sur des filières, disons, plus adaptées pour devenir maman, machin. C'est comme si c'était contradictoire. Mais encore une fois, les filles sont très très bonnes en maths et physique, donc il n'y a pas de problème. Et elles sont intéressées souvent par les parcours en biologie, mais qui sont plus représentés à l'université que dans les écoles d'ingénieurs. Il y a aussi la techno en biologie, parce que par exemple, prenons Aurélie Jean, qui est une mathématicienne. Eh bien, elle a fait énormément de travail sur les algorithmes pour la biologie et pour la recherche sur le cancer. Nous avons un prix Nobel de chimie, voilà. Mais le grand tabou, le grand truc indicible, c'est en fait, il faudrait arrêter l'école mixte. Et en fait, les garçons ralentissent les filles à l'école, mais ça, mais oui, mais c'est un beau sujet. C'est un beau sujet, mais c'est un fait. Les garçons ralentissent les filles à l'école. On marque une pause, on parle de santé.